Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à tous, c'est Excellent, l'émission qui crée le lien, comme tous les dimanches à 19h, contente de vous retrouver sur Sud Radio. Du stade toulousain au SU Agen, en Pro D2, sans oublier l'Aviron Bayonnais et l'équipe de France, l'ancien joueur de rugby français Yohan Huget était un performeur remarquable sur le terrain. Yohan, vous avez dû mettre un terme à votre parcours en 2021 suite à une blessure et qu'à cela ne tienne, vous avez continué à performer, vous êtes retourné aux études. Vous bossez aussi sur un livre qui retrace votre histoire pour aider les athlètes à mieux appréhender cette phase cruciale de la reconversion, car vous êtes notamment conférencier, consultant. Une histoire de vie comme on les aime, vous êtes ici pour vous raconter, cher Yohan Huget. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Judith, bonjour. Avec plaisir, bonjour. Elle est avocate au barreau de Paris et conseillère auprès de dirigeants de start-up. Forte d'un parcours académique prestigieux avec un master en contentieux des affaires, un MBA en droit des affaires aussi, Solange Sianger partage son expertise à l'école européenne d'intelligence économique notamment. Solange, vous vous arrêtez pas là, puisque vous êtes devenue auteur. Vous êtes lancée dans l'écriture avec la sortie chez Gallimard en 2024 de l'affaire Silla, qui est votre premier roman, un polar judiciaire qui mêle droit et fiction, tout un programme évidemment dont vous allez nous faire part ce soir. Bienvenue dans cet Excellent. Yohan Huget, un parcours varié, on le dit, vous avez un parcours varié dans le rugby, notamment au SU Agen, en Pro D2, je l'ai dit. Vous avez rejoint ensuite l'Aviron Bayonnais, vous avez été sélectionné pour l'équipe de France en 2010. Est-ce que finalement votre retour au Stade Toulousain en 2012 c'était logique, et puis ça a été aussi un moment clé de votre carrière aussi, très important pour vous? Ouais, très important, parce que j'avais un plan de carrière et j'avais le choix. Je me suis retrouvé assis en face de Monsieur Afflelou, qui était l'ancien président de l'Aviron Bayonnais. Il me proposait 3 ans de contrat. Monsieur Afflelou arrivait du foot, donc un contrat assez intéressant financièrement. Et Toulouse n'est pas du tout dans cette thème-là du financier, c'est plus prestigieux d'aller à Toulouse. Et j'ai regardé M. Afflelou et j'ai dit je suis obligé de suivre mon cœur, et mon cœur me dit de retourner à Toulouse, donc logiquement je suis retourné à Toulouse. D'accord. Et alors ça vous a permis aussi d'avoir plusieurs titres derrière, nationaux, internationaux. Je vais donner quelques exemples quand même pour les auditeurs, les auditrices. Vous êtes à 63 sélections en équipe de France, 2 Coupes du Monde, 6 tournois à destination, un titre de champion d'Europe avec le Stade Toulousain en 2021, 3 titres de champion de France avec le Stade Toulousain en 2008, 2019, 2021, un titre de champion de France Pro 2 avec le SU Agen en 2010. Dans ces nombreux titres, quand même, vous en avez beaucoup. Lequel vous a le plus transporté, lequel a le plus de signification pour vous, Yohan Huget? Celui qui a le plus de signification aujourd'hui, je dirais celui de 2019 avec Toulouse, après 8 ans d'attente pour Toulouse au rugby. Attendre 8 ans pour avoir un titre, c'est compliqué. On sentait l'attente du public, l'attente des supporters et surtout des joueurs. On s'arrêtait en demi-finale. Et ça a été un long chemin de croix, parce que il y a eu un entraîneur historique, Guy Novès, qui a fait sa passation avec Hugo Mola aujourd'hui. Il a fallu tout reconstruire avec une nouvelle génération qui arrive et qui performe aujourd'hui. Et le temps que la mayonnaise un peu prenne, ça a mis 2-3 ans. Il y a eu un temps de latence, quoi. Ouais, un petit temps de latence, un changement aussi de présidence. Président René Bouscatel, qui est aujourd'hui à la Ligue, et Guy Novès qui était parti à l'équipe de France. Donc il fallait tout réorganiser, le club aussi. Ça a pris 6 ans. Et maintenant, voilà, c'était vraiment le titre que tout le monde attendait, une place du Capitole qui était archi pleine, et voilà, c'était celui qui nous fallait. Qu'est-ce que vous auriez comme petite anecdote de ce beau moment à partager avec nous et avec les auditeurs? De coulisses peut-être. Non, c'est juste on fait ce sport pour rassembler les gens, procurer du plaisir et transmettre ce plaisir que nous on éprouve aussi sur le terrain. Et on s'aligne, vous savez, quand on sort pour attendre Monsieur le Président Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, je regarde dans les tribunes et je vois ma famille et mes amis qui étaient là. Et je me suis dit, c'est super de les avoir amenés jusqu'à Paris. Et maintenant, on peut pas passer à côté. Après, c'était une motivation première, ça. Ouais, une grosse motivation, parce que on sent des responsabilités aussi. Et à partir de ce moment-là, après on se les jette dans la bataille et on calcule plus rien. Mais
le fait de partager ça avec nos proches, c'est important. J'imagine. Alors, en 2021, vous avez une blessure qui est un peu à mi-terme, hélas, à votre carrière, au talon d'Achille. C'est une transition qui a été marquée par une prise de conscience psychologique assez difficile pour vous. Vous en parlez, notamment de la sensation de vide, sans les copains, quoi. C'est ça, en fait. C'est toute cette force du groupe aussi qui disparaît tout d'un coup et on se retrouve un peu avec soi-même, c'est ça, et c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple, parce que j'annonce ma carrière en décembre et j'avais très mal au tendon d'Achille. Je savais que ça pouvait rompre à tout moment et ça arrive au mois d'avril. Donc tout était un peu planifié, la reprise des cours, mon master. Mais je m'attendais pas à cette coupure sociale. Pendant 15 ans, je vis avec 35 mecs tous les jours, de 8h du matin à 17h. On fait des blagues infantiles, pour nous qui sont normales dans notre vie. Mais passer... Pas forcément pour les autres non plus. Donc je suis arrivé en cours en septembre. Je commençais à avoir les mêmes habitudes. Oui, parce que vous êtes retourné à l'école en fait. Ouais, c'est ça. En septembre, j'ai repris les cours et ma première main aux fesses à un mec n'a pas été appréciée pour le saluer. Je me suis dit, attends, t'es plus dans le vestiaire, il faut reprendre les codes de la vie normale. On n'est pas en serviette là. Ouais, c'est ça, il faut que je reprenne les codes de la vie normale. Et c'est vrai que c'est dur pour nous parce qu'on vit en autarcie quand même. Mis à part avoir du monde le week-end. Mais on a des codes de vie à reprendre et après cette coupure sociale, des WhatsApp qui n'arrivent plus, des mails qui n'arrivent plus du club. Et organiser notre planning pendant 15 ans, on fait pas notre planning. On a tout fait pour vous, c'est ça, ouais. Alors, vous êtes en pleine résilience, on peut le dire. D'ailleurs, vous en parlez de votre histoire, vous êtes en train de l'écrire. Et vous avez envie de retranscrire cette période-là, en fait, pour préparer les joueurs. C'est ça, c'est vous qui le dites. C'est important de préparer ceux qui vont se retrouver dans la même situation, quoi, à un moment donné aussi. Ouais. Je sais pas si on peut préparer, parce que ça se vit, mais ça se prépare un peu, mais ça se vit, parce que les envies que j'avais à 25 ans et mes envies à 35, elles ont complètement évolué. Donc, c'est bien de préparer son après-carrière. Il y a aucun problème, mais nos envies évoluent avec notre âge. Donc, difficile de se projeter vraiment, en fait, finalement. On peut pas se projeter. Je discutais avec un ancien joueur, il avait fait des études de génie civil. Et là, aujourd'hui, il est ostréiculteur. D'accord. Parce que c'est une passion qui peut arriver comme ça et il s'est jeté dans... C'est drôle les reconversions quand même, c'est intéressant. Et il faut suivre la vie aussi. Je pense qu'il faut suivre la vie, notre vie personnelle aussi. Quand j'ai arrêté, j'ai divorcé également. Donc, cataclysme. Pas cataclysme, un renouveau de vie. Renaissance. Renaissance. J'ai pas vu comme un cataclysme malgré cette coupure sociale et professionnelle. Mais j'en ai profité pour me recentrer sur mes études, passer mon master et ça m'a pris beaucoup de temps. Bon. Alors justement, Solange Siandji, le changement à vous aussi, il est familier, parce que vous avez commencé par une carrière de juriste, ensuite vous êtes devenue avocate, maintenant vous avez une carrière que vous êtes créée aussi puisque vous écrivez votre premier polar, vous devenez auteur. C'est ça en fait finalement, c'est à la force de l'instant, à la force du poignet, puis c'est suivre son envie. Oui, suivre son envie, je pense que c'est hyper important. Et je pense que souvent, on ne s'écoute pas. On se dit qu'on ne peut pas. Et moi, je fonctionne énormément par l'envie. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, donc juriste pendant plusieurs années. Et puis, un matin, j'ai eu envie d'être avocate. D'accord. Et je me suis dit, il faut le faire. En dépit de ce qu'on disait, parce que autour de vous, vous avez toujours des personnes qui vont voir les difficultés. On dit pas qu'il y en a pas. On m'a dit qu'il faut pas écouter les gens qui vous aiment. C'est ce qu'on m'a dit souvent, parce qu'ils veulent votre bien. Et ceux qui vous aiment pas non plus. Oui, bon, faut écouter personne, quoi, en fait. Non, parce que les gens sont souvent lucides. C'est vrai, ils sont lucides. Ils vont vous dire. Oui, ils ont peur pour vous, quoi. Mais bien sûr. Donc c'est souvent de la lucidité, mais je pense que quand on regarde trop les difficultés, on ne fait pas, parce qu'on anticipe ce qui peut mal se passer. Et on ne le fait pas. Et je pense qu'il faut regarder le rêve, regarder l'aboutissement, en essayant au maximum d'évacuer tout ce qui peut être autour. Donc moi, c'est comme ça que ça... Ouais, exactement, c'est comme ça que je fonctionne. Yoann Huget, c'est aussi ce que vous nous racontez dans ce livre à venir, c'est la puissance de l'adaptation au changement et de l'instinct, quoi, aussi, non ? L'instinct fait beaucoup. Après, ça se prépare aussi. Je pense pas que Solange est passé de juriste à avocate sans rien préparer. A priori, elle a bossé, ouais. Donc ça se travaille. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis,
les gens qui nous aiment, je sais que ma famille me dit quand est-ce que tu reviens dans le sud. Mais aujourd'hui, ma vie n'est pas encore dans le sud. Et les gens nous projettent une vie. Et des fois, on a tendance à suivre ce lien-là, alors que nos envies sont complètement différentes. Et aujourd'hui, j'essaie de préparer l'avenir avec ce que j'aime et ma passion. Et donc, c'est quoi la passion ? La passion, ça reste autour du sport, bien entendu. Donc, faire des conférences aussi dans l'entreprise, la transversalité entre le monde de l'entreprise et le sportif, parce qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. On va y venir tout à l'heure. Ouais. Et ensuite, partager mon expérience, notamment à travers un livre. Mais ça n'a pas pour but de donner des conseils ou de donneur de leçons. C'est juste partager mon expérience, parce que ça se prépare. Mais, parce que ça fait du bien aussi, non ? Ça fait du bien de retranscrire des fois des émotions, et on a tendance à être pudique. Parce que le sport qu'on pratique est assez macho, donc il faut se libérer sa parole. Donc forcément. On n'a pas le droit de pleurer. Allez, vous êtes bien sur Sud Radio avec l'ancien pilier du Stade Toulousain, consultant et conférencier aussi, Johan Huget, et l'avocate Solange Siandjé, auteur de L'affaire Silla, qui est sortie chez Gallimard. C'est excellent, vous le savez, à tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Et oui, c'est excellent sur Sud Radio avec le champion de rugby, Johan Huget, ancien joueur vedette du Stade Toulousain et de l'équipe de France, notamment consultant conférencier, et Solange Siandjé, qui est avocate au barreau de Paris et auteur de polar avec son premier roman, L'affaire Silla, qui est publié chez Gallimard. Alors, chère Solange, on va parler un peu de votre roman quand même. Le pitch, déjà pour les auditeurs. 5 personnes en rémission de cancer meurent mystérieusement après avoir consulté un guérisseur qui s'appelle Moussa Silla. Bon, c'est une espèce de marabout, c'est ça ? Oui, pour être facile, mais c'est un guérisseur. D'accord. C'est qui est très différent. Alors, expliquez la différence. En fait, le marabout, souvent on dit que les marabouts sont des charlatans parce que tout le monde peut s'improviser marabout. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui va vous soigner. Et Moussa Silla soigne à partir de plantes. D'accord, donc c'est un peu ce qu'on appelait les sorcières dans notre culture à nous, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, et parce que il faut savoir que en Afrique, notamment dans beaucoup de pays, si vous voulez vous soigner, c'est très compliqué de vous rendre à l'hôpital. Il y a des villages reculés qui n'ont pas d'hôpitaux, donc ils vont recourir à des plantes et vont notamment s'adresser. De l'homéopathie, quoi. Exactement, exactement. Et aussi, la plupart des médicaments sont faits à partir de plantes. Ce sont des plantes synthétisées. Donc, intéressant. Voilà, c'est ça. Et alors, ce Moussa Silla, il est accusé par la justice, du coup. Alors, il y a Béatrice Cooper, qui est l'avocate de ce monsieur, qui découvre qu'une des victimes avait des liens avec Merculix, qui est l'entreprise pharmaceutique où travaille son mari. Ça semble être un détail mineur, mais ça va la plonger dans une enquête complexe. On ne va pas en dire plus. Évidemment, vous êtes basé un petit peu sur vous, quoi, j'ai envie de dire. C'est sûr, Béatrice est avocate, je le suis également, mais ça s'arrête là, je dirais. En fait, je voulais surtout une histoire, un polar parce que j'aime ce style-là, mais aussi parler peut-être de faits de société, notamment Merculix, qui n'est pas très éloigné des big pharma qu'on connaît. De Monsanto et tout. Exactement, Pfizer. Parlons vrai sur Sud Radio. Voilà, je ne cite pas de nom, mais c'est vrai que on a tendance à croire, mais je crois qu'on le croit de moins en moins, que Big Pharma est là pour nous soigner, mais on est surtout là pour apporter de l'argent à Big Pharma. Et Big Pharma, parfois, ne recule devant rien pour gagner cet argent. Et notamment, ce livre met le doigt sur ce travers des entreprises pharmaceutiques dont le profit est parfois plus important et même souvent plus important que la santé. Et alors, c'est un peu une métaphore d'Abel et Caïn, parce que c'est le combat de ces géants de l'industrie pharmaceutique, donc qui est aux pratiques totalement amorales, on peut le dire, puis un guérisseur, et puis 2 jeunes avocats, donc on a quand même un géant d'un côté, et puis... c'est exactement ça. Personne de l'autre, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est un peu Goliath. Le Goliath, ça va être Big Pharma, et puis les autres qui sont petits. Et là, on voit à travers aussi ce guérisseur l'intérêt qu'il pourrait avoir pour Big Pharma. Bien sûr. Alors, il y a aussi donc ce sujet de l'éthique dans l'industrie pharmaceutique. Et en même temps, le sujet de la détermination des avocats. Donc ça, on en a parlé de ce problème de cette industrie. Sur la détermination des avocats, on a envie de dire que finalement, on se rend compte qu'un avocat, c'est quelqu'un qui est obligé d'aller tout droit et de pas lâcher le morceau, j'ai envie de dire, jusqu'à la réalisation, quoi. Oui, je pense que les meilleurs avocats, ce sont
les avocats déterminés. Et ça signifie que quel que soit en fait le client que vous choisirez, bon ou mauvais ou méchant ou gentil, peu importe, il faut aller au bout. Il ne faut pas lâcher. Il faut se battre et on est quelque part là pour prendre les coups pour nos clients. D'accord. Et oui, c'est la détermination est hyper importante chez l'avocat. Il faut être combattant, quoi. Il faut être combattant. Il ne faut pas lâcher. Et alors, explorer ces thèmes éthiques à travers la fiction, c'est aussi ce qui vous a donné envie d'écrire, en fait. Vous avez envie de raconter quelque chose qui vous touche, quoi. Alors, en fait, ça s'est pas passé exactement comme ça. Ça c'était pendant le Covid. Je pense que le Covid a révélé pas mal de gens. Révélé pas mal de gens. Ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. J'écrivais quand j'étais ado. Et puis, pendant le Covid, avec ce qui se passait, on avait des morts quotidiens. Hein. Ça signifie que tous les jours, vous allumez la télé ou écoutez la radio, on vous disait il y a 10 000 morts, etc. J'en avais marre. Donc, j'ai tout coupé. J'ai pris mon ordinateur. Et c'était une forme d'évasion. Et naturellement, en fait, quand j'ai écrit, je pense que je ne peux pas écrire sans parler de la société. Et donc, à ce moment-là, c'est Big Pharma. C'est pour ça que ça a pris la forme d'un polar aussi ? Ou parce que c'est un genre qui... C'est un genre qui me plaît, parce que j'aime bien l'enquête, j'aime bien en fait le mystère et j'aime bien en fait découvrir. Et là, je dirais Big Pharma s'est imposé à ce moment-là. Mais ça aurait pu être autre chose. Est-ce que ça a influencé ce livre qu'on rappelle, l'affaire Silla, qui est sorti chez Gallimard? Est-ce que ça a influencé aussi vos choix de clients ou votre manière peut-être de vous adresser à eux derrière? Est-ce que ça vous a fait évoluer dans votre travail de la vie civile? Alors, ça m'a pas fait évoluer dans mon métier. Je dirais que ça m'a apporté une chose de plus à faire, la promo. Ah oui, notamment. Bienvenue d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis voilà un peu des voyages et découvrir une vie aussi parmi les auteurs, donc qui est aussi très sympathique. C'est quelque chose qui me détend, je dirais, qui me sort de mon métier, qui vous sort de votre quotidien. Exactement, aussi, qui est plutôt stressant. Et là, voilà, avec vous, je passe un bon moment notamment. Ah bah écoutez, vous reviendrez. Alors pensez-vous que justement il y a une synergie entre votre rôle d'avocate et votre rôle d'auteur? Pour ce roman-là, oui, complètement, puisque c'est mon métier qui m'a aussi inspiré l'histoire. Et puis, à travers le livre, j'explique un peu la procédure. Mais ça signifie que, comme je suis avocate, je pouvais pas écrire un livre avec une procédure tronquée. Tronquée, ouais. Donc, j'étais obligée de la suivre à la lettre. D'accord. Donc, ça vous donne forcément une structure, un squelette, j'ai envie de dire, qui fait que finalement c'est peut-être plus facile, effectivement. Oui, c'était plus facile, parce effectivement. que du coup, vous parlez de quelque chose qui vous est propre et en même temps que vous êtes un ordre que vous êtes imposé, j'ai envie de dire. C'est ça. Ça signifie la garde à vue, le procès, la prison, tous ces éléments que vous connaissez. Du coup. Voilà, sont beaucoup plus naturels quand vous êtes avocat. Bien sûr. Yoann Huget, vous vous êtes passé, on l'a dit tout à l'heure, d'une carrière de joueur de rugby à celle de conférencier, de consultant. Vous écrivez maintenant. Je peux vous poser la même question sur la synergie entre votre parcours sportif et vos nouvelles activités. Alors, de toute façon, c'est un peu évident, parce que quand vous faites des conférences, vous parlez de ce lien très fort qu'il y a entre le compétiteur et le chef d'entreprise, par exemple, etc. Mais finalement, c'était presque naturel, le suivi de votre chemin, là. Naturel, je sais pas, j'ai suivi... Vous êtes posé la question ou pas? Non. J'ai refusé pas mal de postes qu'on me prédestinait, mais est-ce que j'en avais vraiment envie? Pas forcément. Et donc, c'était quoi comme poste, par exemple? Préparateur physique ou... Vous avez plus envie d'être forcément dans le sport en tant que tel, quoi. C'était plus la réflexion autour. Pas trop sur le terrain, parce que j'ai assez donné. Je pense que quand on s'est employé, on a donné 200% avec beaucoup de sacrifices. J'avais envie de tourner la page, et peut-être sur le terrain, mais après j'ai autre chose à apporter extérieurement avec notre vision et le fait de pouvoir transmettre via des conférences de consulting aussi en entreprise me permet de positionner le personnel et le professionnel en tant que compétiteur, mais aussi l'esprit collectif qu'il y a dans une entreprise. Et je pense que des fois, on oublie de partager nos expériences parce qu'on a peur de se faire voler notre idée, on a peur de se faire... Alors, et je pense, et grâce au master que j'ai pu passer, être entouré et partager nos différents points de vue, nos différentes difficultés aussi. On n'ose pas de parler de nos difficultés.
je pense que ça peut être un atout majeur pour l'entreprise. Et des fois, on travaille des open space, mais personne ne se parle, on a forcément le casque, et je trouve ça dommage. Et j'essaie d'inculquer, notamment de discuter une fois par semaine avec quelques collaborateurs, et ça change pas mal. Le travail d'équipe, c'est quelque chose qui vous parle, vous aussi, j'imagine, Solange, dans le contexte de votre métier. L'émulsion, elle est importante avec les collègues, sur les affaires, etc. Pas tant que ça. Ah, ok. C'est plus un travail de solitaire, finalement. Oui, en fait, le travail d'avocat est un travail très solitaire, même si, bon, moi j'ai un petit cabinet. Vous êtes dans des cabinets ensemble, voilà, c'est ça. Oui, on peut être dans des cabinets ensemble et créer des synergies, mais ça reste un travail assez solitaire et malheureusement c'est aussi un métier où chacun protège un peu sa clientèle et voilà. Donc et est-ce que c'est pour ça du coup que vous êtes mis à conseiller des patrons, monsieur, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous conseillez des startups. C'était aussi pour être dans une nouvelle synergie du coup, avec d'énergie quoi, vraiment. Exactement, parce que quand j'étais en entreprise, vous avez un patron. Ouais. Vous travaillez pour l'entreprise et moi j'avais envie d'être au contact. Et je dirais les entrepreneurs, les patrons de start-up, etc. C'est imposé naturellement. Et je trouve que le lien en fait est beaucoup plus fort aussi, même dans ce que vous faites, parce que lorsque vous accompagnez des gens, forcément le métier va être fait différemment. Donc oui, c'était important pour moi de procéder de cette façon-là. De procéder avec justement aussi une vision peut-être différente de la vôtre, j'imagine. Alors une vision différente dans le métier, je dirais, d'avocat, et puis surtout différent du métier de juriste. Parce que quand vous êtes juriste, vous travaillez pour une boîte, vous traitez les dossiers de la boîte, et puis c'est souvent les mêmes dossiers. Là, quand vous avez affaire à des personnes, c'est totalement différent. Bien sûr. Allez, merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'était un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent, c'est logique. Avec Yohann Huget ce soir, ancien joueur emblématique du Stade Toulousain, consultant conférencier, puis Solange Siandjé, avocate au barreau de Paris et auteur. Vous restez avec nous surtout. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Comme tous les dimanches, vous êtes ici chez vous avec Yohann Huget, ancien champion du Stade Toulousain, membre de l'équipe de France de rugby, qui partage son expertise en tant que consultant conférencier, bientôt un livre. Puis vous pouvez l'écouter sur Sud Radio, dans Sud Radio Rugby aussi. Puis à ses côtés, Solange Siandjé, avocate au barreau de Paris, qui fait ses débuts littéraires avec son premier roman, L'affaire Silla, qui est publié chez Gallimard. Alors tous les deux, c'est une question pour l'un et l'autre. Le mental, on est d'accord qu'il joue un rôle central dans les carrières que vous avez choisies. Quelle stratégie on met en place pour garder la force, tiens Yohann, quand on a des doutes, quand on a des moments de flottement, mais même pas forcément en transition, pendant une carrière. Quelle stratégie vous mettez en place pour garder le cap dans ces cas-là? Une routine de travail. Ouais. Exactement. Je pense qu'il faut pas se laisser submerger par les émotions positives ou négatives. Le plus important, c'est d'avoir sa routine et d'avoir confiance à cette routine. Et j'aimais bien une phrase d'Arsène Wenger, un entraîneur d'Arsenal, qui disait l'endurance mentale au travail. C'est-à-dire qu'il y en a, certaines personnes vont travailler pendant beaucoup de temps, pendant un laps de temps de 2-3 mois pour arriver à leur objectif. Et je pense que si on garde une routine de travail dans les moments où ça va un peu moins bien, on arrive à se focaliser dessus et à reprendre confiance petit à petit. Donc vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que beaucoup d'un coup, c'est ça que vous dites? Je pense, c'est ma façon de fonctionner. Et alors vous, Solange, dans les moments difficiles, parce que être avocate, c'est aussi être entrepreneur, qu'est-ce que c'est les stratégies pour pas sombrer justement dans ce stress, cette angoisse qu'on peut tous connaître d'ailleurs? Moi, je médite. Ah ok, d'accord. Ouais, je médite en fait tous les matins. Ok. Je me réveille, c'est la première chose que je fais. Enfin, j'essaye tous les matins, en tout cas quand... Combien de temps? Une demi-heure. Ah ouais, vous êtes forte. Ok. C'est long, hein? Ouais, 30 minutes, c'est... Vous avez essayé déjà? 3. Ça va pas du tout avec mon tempérament, moi. En fait, je pense que ça peut aller avec tous les tempéraments. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est concentrer son esprit sur un point précis, se couper, dire aux enfants, vous n'ouvrez pas la porte. Et puis, si vous pouvez vous cacher les yeux, en fait, rester dans le noir, et être vraiment focus. Et ça calme. D'accord. Et ça vous permet, vous, d'attaquer n'importe quoi dans la journée derrière? Ah oui, une fois que j'ai médité, j'ai envie d'embrasser tout le monde.
Donc, c'est peut-être ça que je devrais faire, effectivement. Voilà. Non, j'aime tout le Dans monde, quelle position vous méditez? Assis, je suis debout? assise. D'accord. Je suis assise. Vous restez Vraiment. sur votre lit? Ouais. Ok. Ouais. Et vraiment, ça calme et vous commencez une journée en fait hyper apaisée. Ok, bah écoutez, les auditeurs et auditrices de Sud Radio, si vous voulez me faire un retour d'expérience et tenter la méditation tous les matins, on peut tous essayer, et puis sans parler derrière. Johan, ça vous parle ça la méditation ou... Non, je peux pas. Non. Parce que dès que je me lève, il faut que je sois actif. Voilà, C'est pareil, dès que j'ouvre voilà. un œil, il faut que je parte et m'habille et claque la porte. Donc pour moi, je préfère méditer peut-être le Peut-être qu'on a un soir. problème, vous et moi. Non, mais je préfère peut-être méditer le soir avant de dormir pour évacuer peut-être certains stress. Oui. Que le matin, pour moi, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi et j'ai pas de souci à vouloir embrasser tout le monde dès le matin. Je suis hyper joyeux. Ok. Donc j'ai pas de souci. C'est quoi la avec leçon ça. du bonheur? Il y a une recette quelque part? Faut dormir. Oui, ça c'est important. Alors Johan Huget, votre message clé, vous, c'est l'importance de la réflexion en fait sur l'avenir sans forcément anticiper. Vous l'avez dit tout à l'heure parce que vous l'avez dit, je vous cite, l'homme que tu es à 25 ans n'est pas le même à 35. Bon, c'est une phrase qu'on peut tous appliquer finalement. Ça, c'est de réfléchir sans anticiper, j'ai envie de dire. De réfléchir sans anticiper, c'est exactement j'aime bien, on va dire, phaser certaines étapes de ma vie, Ouais. comme mon plan de carrière quand j'étais dans le rugby et mon plan d'après-carrière. Mais entre les deux, il faut être pleinement investi et c'est dur de prévoir quelque chose sur 10 ans. Je conçois que c'est hyper compliqué. Et je laisse, quand j'ai approché la fin de carrière, je commence à m'intéresser sur mes envies, ma vie de famille aussi. Et c'est pour ça, à ce moment-là, que j'ai repris mes études, pour voir comment était la vie derrière. Parce qu'on a beaucoup planifié pour vous. Vous avez été vraiment dans un cadre, etc. Donc l'idée, c'était aussi de laisser faire. C'est aussi pour ça que vous avez envie de pas forcément projeter aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, je projette un peu plus que quand j'étais rugbyman, autrement, sur 2-3 ans. Mais parce qu'on n'a pas de contrat. Avant, on signait un contrat de 4 ans et on savait que pendant 4 ans, on était tranquille et qu'on pouvait travailler sur d'autres sujets. Aujourd'hui, je planifie sur 2-3 ans. Mais c'est assez complexe parce qu'on n'a pas de maîtrise aujourd'hui dans la société. Les contrats sont de plus en plus rares et il faut avoir d'autres sources de revenus. Ouais, il faut être bien imaginatif, je confirme. Solange Siandjé, je vous cite à votre tour, vous avez dit que la fiction permet d'aborder des vérités que la réalité ne peut pas toujours exprimer. Et c'est ça que vous avez envie de faire. Oui, complètement. En fait, là, j'écris mon deuxième roman, il est en cours. Et je pense que le écrire, et je pense que Johan, tu es en train d'écrire aussi actuellement, c'est un exutoire. C'est vraiment un véritable exutoire parce que ça permet de mettre sur le papier des choses qu'on ne peut pas exprimer d'une certaine façon, ni publiquement, même parfois. Et parfois, ce sont des peurs. Parfois, ce sont des colères. Et vous avez le droit de les mettre et de dire non, c'est pas moi. C'est ça, vous le faites dire par un personnage. Ouais. Du coup, ça vous dédouane. C'est vrai que c'est pas mal. Complètement. Entre ça et la méditation, vous êtes forte. C'est ça, mais on m'a demandé, vous avez tué tel dans votre roman, c'était quelqu'un en particulier? Je dis non. Mais... Ok. Voyez, voilà. Ok. Bon. C'était qui? Alors si moi je suis morte dans votre prochain roman, je saurais pourquoi. Non, mais vous aviez quelqu'un en tête pour sortir de la blague? C'est ça? C'est-à-dire oui, que forcément. En fait, vous réglez vos comptes à l'intérieur de vous, mais ça permet. et ça vous met en paix. C'est ça, ça permet de régler ses comptes. Est-ce que vous pensez tous les deux que les dirigeants ils devraient bénéficier finalement, ils doivent mettre en place une approche similaire à celle des athlètes ou même les entrepreneurs d'ailleurs dans leur préparation mentale pour justement gérer tous ces défis de tous les jours, Johan Huget? Je pense pas qu'on puisse apporter quelque chose de différent par rapport à leur expérience, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience sur le terrain. Par contre, là où on a un point positif et quelque chose à apporter, c'est sur le plan collectif, de partage, d'entraide et de solidarité. Aujourd'hui, on vit dans une société assez individualiste et il faut s'entourer des jeunes, des moins jeunes. Et c'est important d'avoir des jeunes qui sont inexpérimentés, mais avec une vision totalement neuve de la société et avoir une transversale, on va dire quelqu'un qui transmette
les bienfaits de la société pour que ça perdure et que la société soit pérenne. Donc avoir l'expérience et les jeunes qui arrivent, c'est un bon mix, je trouve, dans une entreprise. Et des fois, on est un peu réticent sur les entrepreneurs. Sur les jeunes et sur les seniors aussi, Exactement. d'ailleurs, hein, bien sûr. Et vous, Solange, est-ce que vous pensez que vraiment le mental de l'athlète, finalement, du compétiteur, c'est celui de l'entrepreneur, quoi? Oui, complètement. Parce que je pense que l'entrepreneuriat est très compliqué. C'est parce que aujourd'hui, on sait que les entreprises, les jeunes entreprises de moins de 3 ans sont très peu à tenir. Et si, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas endurant, il faut être extrêmement endurant, on n'est pas accompagné, c'est très compliqué de réussir. Ouais. Donc je pense qu'il faut... l'équipe, elle est importante aussi, quoi. Oui, l'équipe est super importante. Je pense que être bien entouré, c'est 50%, je pense, de la réussite de l'entrepreneur. Et alors vous donnez du sens, Solange Siyandiou, on va quand même le dire. Vous êtes, ça j'ai le droit de le citer, celui-là, vous avez comme client une association qui s'appelle One Vision Agency, qui s'engage notamment pour une maladie qui fait des ravages en Afrique, qui s'appelle la drépanocytose. Ils font une soirée d'ailleurs, ils ont fait une soirée mercredi dernier chez Arcurial, qui était un dîner de gala, mais c'était pour lever des fonds pour cette maladie. Finalement, travailler auprès de gens qui s'engagent comme ça, c'est aussi important pour vous de donner du sens, quoi. Ça donne du sens à votre engagement d'avocate, Solange. Exactement. Accompagner notamment One Vision qui fait partie de mes clients, que je vais pas facturer beaucoup parce que c'est une association, peu même en général. En fait, c'est important parce que l'engagement qu'ils ont tous les ans, notamment auprès de, parce qu'ils accompagnent les associations, mais également les artistes, les peintres, les sculpteurs, qui mettent en avant en décernant des prix tous les ans. Donc non, c'est hyper important, c'est hyper important. Et alors vous, Yohann Huget, donner du sens, c'est un engagement, c'est même pas une question que vous vous posez, quoi. Le sens, il se donne tout seul chez vous? Ça se donne tout seul déjà sur le terrain, mais on fait partie aussi d'une association de première cordée qui permet aux enfants malades dans les hôpitaux de pouvoir quand même faire du sport. Ah, super. Donc c'est l'association où Kylian Mbappé aussi est parrain. D'accord. Et on a fait le rugby tour des hôpitaux durant la Coupe du Monde 2023. Et on a permis à ces enfants-là de s'évader un peu durant quelques heures. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pense qu'on va leur transmettre quelque chose, mais au final, on ressort avec l'inverse. Ils transmettent beaucoup de résilience, beaucoup de joie, malgré les difficultés qu'ils peuvent éprouver au quotidien. Ouais. Donc ça, c'est un exemple à suivre, quoi. C'est-à-dire on a l'impression parfois que plus c'est dur, plus la résilience permet la joie, quoi. Chercher le mot. Ouais, la résilience permet la joie au final, ça c'est certain. Mais quand on arrive dans les hôpitaux, on voit des enfants parce qu'on vit dans notre cocon et nous, une grippe, on peut plus se lever. Et quand on voit eux, pour les hommes en général, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Mais non, quand on voit ces enfants et ados, voilà, on a envie de leur tirer notre chapeau. Et on les embrasse, ceux qui nous écoutent aussi. Vous écoutez, c'est excellent sur Sud Radio avec le champion de rugby, Yohann Huget, ancien pilier du stade toulousain et de l'équipe de France, désormais consultant conférencier. Et puis sur Sud Radio, vous pouvez l'écouter aussi, ainsi que Solange Siyandiou, qui est avocate au barreau de Paris, auteur de Polar, l'affaire Silla. C'est sorti chez Gallimard. Vous restez là, nous on revient juste pour la fin de l'émission, donc surtout bougez pas. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Et c'est bientôt la fin de l'émission qui crée le lien entre tous les acteurs de l'excellence française. C'est excellent sur Sud Radio. Je suis en compagnie du champion de rugby, Yohann Huget, ancien joueur vedette du stade toulousain de l'équipe de France, consultant conférencier, et Solange Siyandiou, avocate au barreau de Paris, auteur de Polar avec son premier roman, l'affaire Silla, qui est publié chez Gallimard. Alors Yohann Huget, en cherchant un petit peu sur vous, parce que là on passe à l'épisode confession, tous les deux, je vous préviens. Vous, c'est votre histoire personnelle qui vous a mené au rugby à 5 ans. En fait, vous avez commencé très tôt, quoi. Non, c'est pas ça? Tout à fait. Oui. Vous avez vu, j'ai pas cherché. Je vois, vous travaillez, en fait. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes tombé dedans, j'ai envie de dire? On grandit dans le sud de la France, le rugby est assez roi là-bas. Oui, mais à 5 ans, c'est tôt, quand même. Oui, il fait que je me dépense, apparemment. J'étais un peu hyperactif. Donc, mon beau-père m'a amené au premier club dans lequel il a évolué. Et il a été mon entraîneur pendant des années. Donc, il y a eu des discussions assez houleuses en rentrant. Et de fil en aiguille, j'ai suivi les copains aussi. C'est important de l'école. Et vous avez découvert une passion, quoi, quand même. Oui, c'était une passion. Clairement, c'était une passion. Et voilà, le samedi, c'était moi qui jouais. Le dimanche, c'était mon beau-père. Et on se suivait comme ça, on se racontait. Donc, il n'avait pas trop le droit à l'erreur, lui non plus. D'accord.
Et il vous a poussé pour aller au sommet? Il était derrière vous, il vous a embêté un peu? Forcément, il m'a embêté déjà quand il était mon entraîneur, puis quand il a regardé les matchs. Ensuite, voilà. Ensuite, c'est quelqu'un. Enfin, je l'appelle tous les jours avant les matchs. Avant les matchs, je l'appelais et me donner son point de vue avant et après les matchs. Pas toujours facile à entendre. Si, parce que c'est le seul qui pouvait me dire les choses et que je pouvais accepter aussi. Les autres, j'avais mon point de vue et c'était une discussion totalement libérée et sans jugement. Donc à partir de là, il y avait pas de problème. Mais des fois, il était un peu trop passionné. Donc quand on perdait, il en rajoutait un peu. Vous, Solange, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous écriviez petite déjà, mais surtout vous lisiez des histoires à vos frères et sœurs. Oui. Et ça aussi, c'était important, parce que maintenant vous le faites à vos enfants. Donc c'est ce qui vous a donné un peu l'envie de commencer à les écrire, ces histoires. Oui, en fait, j'aimais raconter des histoires. Je pense que l'écriture est venue, mais la passion de départ, c'est raconter des histoires. Et donc je les obligeais. Et ils n'avaient pas envie. Je les obligeais. Ils ont fait la paix avec vous après ou pas? Donc je les obligeais à écouter. Donc je m'asseyais et puis je racontais. Et puis mes enfants, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait une histoire. Vous pouvez faire ça aussi. On commençait une histoire et chacun devait rajouter la suite. D'accord. Vous voyez, on commence, oui, tel se balade dans une forêt. Et tu continues, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça, c'était... Pour faire travailler l'imaginaire, c'est top. Ouais. Exactement. Donc, j'ai beaucoup fait ça avec mes enfants. Bon, en fonction des personnes, le personnage, il peut lui arriver des choses, marrantes ou pas. Ouais. Après, il faut rattraper, le ressusciter quand il a été tué. Mais bon, voilà. Donc, je pense que c'est surtout raconter des histoires. S'il y avait une leçon que vous aviez apprise de la vie et que vous aviez retenue et qui vous définit aujourd'hui, ce serait laquelle? Je dirais l'audace. Avoir de l'audace. Toujours de l'audace. Ouais, toujours de l'audace en fait. Avoir de l'audace, croire dans ses rêves et avancer. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un épisode particulier qui vous a défini là-dedans? Je pense que j'en ai plein. Celui qui vous vient à l'esprit. Celui qui me vient à l'esprit, je pense que c'est lorsque j'ai fait le choix de devenir avocate. C'était un choix risqué parce que j'ai presque démissionné un matin. Au mois de janvier, j'arrive dans l'entreprise, c'était le début de l'année. Je m'assois, je regarde un mail, enfin j'ouvre ma boîte mail et je reçois un mail et je me dis mais j'ai pas envie de le faire. Et donc je me suis levée, je suis allée voir donc ma direction en disant il faut qu'on se sépare. Et là, j'avais pas encore. Vous avez démissionné, hein, donc c'est pas une rupture. On s'est arrangé. On s'est arrangé quand même parce que j'ai quand même 2 enfants. Mais je suis partie et je savais pas si je réussirais ou pas l'examen pour devenir avocate. Ouais, mais peut-être qu'il faut pas se poser la question. C'est ça. Je me suis pas posé la question. Voilà. Et vous alors, Yoann Huget, s'il y avait une leçon qui vous a révélé à vous-même, qui vous a propulsé comme ça? Propulsé, je sais pas, mais en tout cas, la leçon, des fois, elle vient de nos proches. Et j'ai une maman qui est arrivée du Portugal, elle savait pas parler français, ni écrire, ni lire. Et elle a réussi à monter son commerce, elle travaillait beaucoup. On a très très bien vécu, on manquait de rien. Mais elle travaillait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle travaillait de 8h à 2-3h du matin, elle tenait un bar et elle se levait le matin pour nous faire à manger. Et moi, j'ai la chance de faire ma passion, de vivre de ma passion. Et des fois, on peut pas être joyeux tous les matins. Donc, il y avait cette image-là qui me venait en tête tous les matins. Et je me dis, tu peux pas te plaindre d'être fatigué ou d'avoir mal quelque part. Et c'est toujours cette image-là de la femme que j'ai. Ma mère était assez indépendante. Et donc, c'est un peu ce flash quand ça va pas trop. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans le rugby professionnel? Je pense qu'on se lance pas dans le rugby professionnel. D'accord. Il faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et moi, quand j'ai arrêté, c'est que je prenais plus de plaisir, c'est-à-dire que la balance entre le plaisir et les inconvénients. Et la douleur aussi, on peut dire. Et la douleur, exactement. Il y en a une qui était plus importante que l'autre, alors qu'auparavant, le plaisir prenait beaucoup de place dans ma vie et je voyais pas ça comme des sacrifices.
Et à la fin, je voyais beaucoup de sacrifices. Donc, quand des jeunes viennent me poser des questions, je leur dis de prendre du plaisir et la vie après fera les choses. Il y a des garçons qui étaient bien plus talentueux que moi. Donc le secret, c'est de kiffer, quoi. C'est kiffer, oui. Ce qu'on fait, c'est surtout de s'écouter aussi intérieurement et surtout de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et vous, Solange, est-ce que vous donneriez le même conseil Ouais, je rejoins complètement ce qu'a dit Johan, parce que je pense que la vie est trop courte pour perdre du temps en fait à être malheureux dans ce qu'on fait. Donc il faut se lever tous les matins avec une raison positive de se lever. Et donc je pense que le plaisir c'est l'élément essentiel en fait dans une vie. Et c'est ça qui vous fait tenir 30 minutes de méditation tous les matins. Vous m'avez vachement impressionné. Mais c'est un vrai plaisir, effectivement. Allez, encore une petite question. Est-ce que le doute c'est un moteur aussi, tiens, pour vous? Je pense que le doute est bon parce que ça oblige à s'interroger, mais il ne faut pas perdre trop de temps à douter, en fait. Je pense que c'est se remettre en question peut-être qui est... Alors, se remettre en question, c'est bien, mais pas trop non plus. Ouais. Voilà, parce que parfois le doute peut vous empêcher d'avancer lorsque vous perdez trop de temps à douter de tout ce que vous faites. Donc le doute, c'est bien, ça permet la remise en question, mais ça ne doit pas empêcher d'avancer. Johan Huget ? Le doute est essentiel. Sinon, ça veut dire qu'on respecte pas peut-être les fondamentaux de la vie et qu'on se sent peut-être arrivé. Et c'est là où il peut y avoir des petits problèmes et des mauvaises surprises. Alors quand on doute, on se dit est-ce qu'on va y arriver, on va pas y arriver, on se remet en question, on travaille. Et le doute s'évacue avec le travail au final. Donc après, c'est pas parce qu'on travaille qu'on arrive forcément à nos objectifs. Mais ça nous permet de nous remettre en question. Et des fois, comme disait Solange, la remise en question, elle ne doit pas venir que quand ça va mal. On peut se remettre en question quand ça va bien et savoir si on peut améliorer. C'est nécessaire, en fait, c'est ça. Tout à fait. Et on est français, donc quand ça va bien, on a tendance à s'asseoir et regarder. Je vois pas ce que vous voulez dire. Allez, encore une petite question, et ça sera la dernière de cette émission. Solange Siandjé, que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez? Quelle question. Bienvenue chez le psy. Je lui dirais de croire davantage en elle. Ah, vous croyez pas en vous quand non, vous étiez j'avais vraiment pas confiance en moi. Ouais. Bah, vous avez bien réussi votre route. Bravo, c'est excellent, j'ai envie de dire. Merci. Et vous alors, Johan, qu'est-ce que vous diriez à ce petit garçon que vous étiez? Non, reste le petit garçon. Ah, pourquoi? Vous l'êtes resté un peu, non? Des fois, il faut... on réfléchit beaucoup trop, on laisse pas assez cette Donc vous parlez de la spontanéité. La spontanéité, tout à fait. Ouais, de l'enfance. Et des fois, ça nous réussit d'être spontané, de se laisser guider. Et voilà, reste ce petit enfant qui était émerveillé par tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il voit. Donc, vous avez gardé ça en vous, cette part d'enfance? J'essaie de le garder. Ouais. C'est de le garder, c'est pas évident. Hein. On a des responsabilités, faut méditer on a des le matin. risques. Le soir. Je vais essayer de méditer le soir. Merci à tous les deux d'être venus par ici. C'était excellent de vous recevoir. Johan Huget, Solange Siandjé, je vais y arriver, pardonnez-moi. C'était excellent. Merci à tous. Merci à tous de votre fidélité. Votre émission, c'est excellent sur Sud Radio. C'est tous les dimanches à 19h. Destin de femme, c'est à 13h30 le samedi. Si vous voulez lire le très bon roman noir, si vous aimez les polars de Solange Siandjé, eh bien, ça s'appelle L'affaire Silla. Et c'est chez tous les bons dealers, sorti chez Gallimard. Et puis merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui, à Sud Radio ses équipes. Et puis dimanche prochain, je vous fais des gros bisous les copines, les copains. C'était excellent. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair.